Rebonsoir, bienvenue sur la Van Morgane. La vidéo précédente s'est coupée. A été coupée. Je vais lire finalement le chapitre 12, peine de cœur. Et plus l'extrait que je voulais lire à la fin de la précédente vidéo et que je n'ai pas pu lire. Les 4 filles du docteur March, chapitre 12, peine de cœur. Merci beaucoup pour votre écoute. Quelle que fût sa motivation, Laurie ne bûcha pas en vain cette année-là, car il obtint son diplôme avec les honneurs et fit le discours en latin avec la grâce d'un Philippe et l'éloquence d'un Démosthène. C'est ce que déclarèrent ses amis. Ils étaient tous là, son grand-père, oh, si fier, monsieur et madame March, John et Meg, Joe et Beth, et tous se réjouirent pour lui avec l'admiration sincère dont les garçons ne font pas grand cas sur le moment, mais que le monde refuse de leur accorder après leur triomphe. « Je dois rester pour ce fichu repas, mais je serai à la maison de bonne heure demain. Vous viendrez me voir comme d'habitude, les filles ?» demanda Laurie en mettant les 3 sœurs dans la voiture lorsque les réjouissances de l'après-midi prirent fin. Il dit les filles, mais il voulait dire Joe, car elle était la seule qui poursuivait la vieille coutume. Elle n'avait pas le cœur à refuser quoi que ce soit à son merveilleux et brillant ami, et elle répondit chaleureusement « Je viendrai, Teddy, qu'il pleuve ou qu'il vente, et je marcherai au pas devant toi en jouant « Acclamez, le héros conquérant arrive sur une guimbarde ». Laurie la remercia d'un regard qui lui fit songer, soudain paniqué « Oh mon Dieu, je sais qu'il va dire quelque chose et qu'est-ce que je vais faire ?» La méditation du soir et le travail de la matinée apaisèrent quelque peu ses craintes, et ayant décidé qu'elle ne serait pas assez vaniteuse pour penser qu'on allait la demander en mariage alors qu'elle avait donné toutes les raisons de connaître sa réponse, elle partit à l'heure du rendez-vous en espérant que Teddy n'allait pas l'obliger à faire de la peine à son pauvre petit cœur. Une visite chez Meg et une petite bouffée revigorante de Daisy et demi-John la fortifia encore davantage pour le tête-à-tête, mais lorsqu'elle aperçut une vigoureuse silhouette au loin, elle éprouva une forte envie de faire demi-tour et de s'enfuir. « Où est la guimbarde, Joe ?» cria Laurie dès qu'elle fut à portée de voix. « Je l'ai oubliée !» Et Joe reprit courage, car cette salutation pouvait difficilement passer pour amoureuse. Elle avait toujours eu l'habitude de prendre son bras à de telles occasions. Elle ne le fit pas et il ne s'en plaignit pas, ce qui était mauvais signe. Mais il parla à toute vitesse de sujets éloignés jusqu'à ce qu'il quitte la route et tourne sur le petit chemin qui menait à la maison à travers le bosquet. Il ralentit alors, perdit soudain son beau débit et, de temps à autre, un épouvantable silence survenait. Pour sauver la conversation d'un de ces puits de silence dans lesquels elle ne cessait de tomber, Joe lança à la hâte « Maintenant, tu vas avoir de bonnes et longues vacances. J'en ai bien l'intention. » Quelque chose dans son ton résolu fit lever les yeux de Joe et elle découvrit qu'il la regardait avec une expression qui lui confirma que l'horrible moment était arrivé et lui fit tendre les bras avec un implorant « Non, Teddy, s'il te plaît, non !»« Si, et tu dois m'écouter. Ça ne sert à rien, Joe. Nous devons en parler et le plus tôt sera le mieux pour nous deux, » répondit-il rouge et excité à la fois. « Dis ce que tu veux alors, j'écouterai, » dit Joe avec une patience désespérée. Laurie était un jeune amoureux, mais il était sérieux, avait l'intention d'en parler, même s'il devait mourir de sa tentative. Il se jeta donc à l'eau avec sa fougue habituelle, disant d'une voix de temps à autre étranglée, malgré ses efforts virils pour la garder ferme, « Je t'aime depuis que je te connais, Joe. Jamais pu m'en empêcher et tu as été si bonne avec moi. J'ai essayé de te le montrer, mais tu ne m'as pas laissé faire. Maintenant, je vais te forcer à m'écouter et à me donner une réponse parce que je ne peux plus continuer comme ça. » « Je voulais t'épargner ça, je pensais que tu comprendrais, » commença Joe, trouvant ça bien plus difficile qu'elle s'y attendait. « Je sais, mais les filles sont si bizarres qu'on ne sait jamais ce qu'elles veulent dire. Elles disent non quand elles veulent dire oui et elles rendent les hommes fous pour s'amuser, » répondit Laurie, se retranchant derrière un fait indéniable. « Pas moi. Je n'ai jamais voulu que tu tiennes à moi de cette façon et je suis partie pour t'en empêcher si possible. C'est ce que je pensais. C'est bien de toi, mais c'était inutile. Je n'ai fait que t'en aimer davantage et j'ai travaillé dur pour te faire plaisir et j'ai abandonné le billard et tout ce que tu n'aimais pas et j'ai attendu sans jamais me plaindre parce que j'espérais que tu m'aimerais, même si je ne suis pas moitié assez bon.
Là, il s'étrangla sans pouvoir se contrôler, donc il décapita des boutons d'or en éclaircissant cette fichue gorge. « Mais si tu l'es, tu es bien trop bon pour moi et je t'en suis tellement reconnaissante. Et si fière et je t'aime tellement, je ne comprends pas pourquoi je n'arrive pas à t'aimer comme tu le voudrais. J'ai essayé, mais je ne peux pas changer mes sentiments et ce serait un mensonge de dire que si, alors que ce n'est pas le cas. » Vraiment, franchement, Joe. Il s'était arrêté net et s'était emparé de ses 2 mains en lui posant la question avec un regard qu'elle n'était pas près d'oublier. Vraiment, franchement, mon cher. Ils étaient maintenant dans le bosquet, près de l'échalier, et lorsque ces derniers mots franchirent à contre-cœur les lèvres de Joe, Laurie lui lâcha les mains et se retourna comme pour continuer, mais pour la première fois de sa vie. Cette clôture était trop haute pour lui. Alors il se contenta d'appuyer son front sur le piquet couvert de mousse et resta si immobile que Joe prit peur. « Oh, Teddy, je suis tellement désolée, si désespérément désolée. Je me tuerais si ça pouvait améliorer les choses. Je voudrais que tu ne le prennes pas si mal. Je n'y peux rien. Tu sais qu'il est impossible d'obliger quelqu'un à aimer s'il n'aime pas, » s'écria Joe, sans élégance, mais pleine de remords, en lui tapotant doucement l'épaule et en se souvenant de la fois où il l'avait réconforté si longtemps auparavant. « Ça arrive parfois, » dit une voix étouffée provenant du piquet. « Je ne crois pas que ce soit un véritable amour et je préfère ne pas essayer, » répondit-elle d'un ton résolu. Il y eut un long silence troublé seulement par un merle qui chantait joyeusement sur le sol au bord de la rivière et le bruissement des hautes herbes dans le vent. Peu après, Joe déclara très sérieusement en s'asseyant sur une marche de l'échalier. « Laurie, je veux te dire quelque chose. » Il sursauta comme s'il avait reçu une balle, leva la tête brusquement et s'écria d'un ton féroce. « Ne me dis pas ça, Joe. Je ne peux pas le supporter pour le moment. » « Dire quoi ?» demanda-t-elle, s'interrogeant sur cette violence. « Que tu aimes ce vieil homme. »« Quel vieil homme ?» s'enquit Joe pensant qu'il parlait de son grand-père. « Ce diabolique professeur dont tu parlais tout le temps dans tes lettres. Si tu me dis que tu l'aimes, je sais que je vais commettre un geste désespéré. » Et il avait l'air de vouloir tenir parole, les poings serrés et les yeux étincelants de colère. Joe avait envie de rire, mais elle se retint et dit chaleureusement, car elle aussi commençait par être excitée par tout ça. « Ne jure pas, Teddy, il n'est pas vieux, n'a rien de mauvais, mais il est bon et gentil et c'est mon meilleur ami, après toi. Je t'en prie, ne t'emporte pas, je veux être aimable, mais je sais que je vais me mettre en colère si tu insultes mon professeur. Il ne m'est jamais venu à l'idée de l'aimer, lui ou quelqu'un d'autre. Mais ça arrivera un jour, et alors, qu'est-ce que je deviendrai ? Toi aussi, tu aimeras quelqu'un d'autre, comme un garçon sensé, et tu oublieras tous ses problèmes. Je ne peux pas aimer quelqu'un d'autre et je ne t'oublierai jamais, Joe, jamais, jamais, s'exclama-t-il en tapant du pied pour souligner ses paroles passionnées. « Qu'est-ce que je vais faire de lui ?» soupira Joe en découvrant que les émotions étaient moins faciles à gérer qu'elle s'y attendait. « Tu n'as pas écouté ce que je voulais te dire. Assieds-toi et écoute, parce que je veux vraiment bien agir et te rendre heureux, dit-elle en espérant l'apaiser avec un peu de raison, ce qui prouve qu'elle ne connaissait rien à l'amour. Entrevoyant une lueur d'espoir dans ses dernières paroles, Laurie se jeta dans l'herbe à ses pieds, appuya son bras sur la dernière marche de l'échalier et la regarda d'un air plein d'attente. Or, cette situation n'était pas propice à un discours apaisé ou à des pensées claires de la part de Joe. Car comment pourrait-elle adresser des paroles dures à son ami alors qu'il la contemplait avec des yeux débordant d'amour et de désir et les cils encore humides des 2 ou 3 larmes amères que la dureté de son cœur lui avait arrachées? Elle détourna doucement la tête en disant, tout en caressant les cheveux ondulés autorisés à pousser pour elle, comme c'était touchant, assurément. Je suis d'accord avec maman pour dire que toi et moi ne sommes pas faits l'un pour l'autre, parce que nos caractères explosifs et notre volonté farouche nous rendraient probablement très malheureux si nous étions assez fous pour nous. Joe s'interrompit avant le dernier mot, mais Laurie le prononça avec un air de ravissement. Marié ? Non, on ne serait pas malheureux. Si tu m'aimais, Joe, je serais un parfait saint parce que tu pourrais faire de moi ce que tu veux. Non, j'ai essayé, j'ai échoué, je ne risquerais pas notre bonheur avec une expérience aussi sérieuse. Nous ne nous accordons pas et ne nous accorderons jamais. Alors nous resterons bons amis toute notre vie, mais nous n'allons rien faire d'irréfléchi. Si on en a l'occasion, marmonna Laurie d'un ton rebelle. Maintenant, sois raisonnable et réfléchis à tout ça de façon sensée, l'implora Joe, qui ne savait plus quoi faire.
Je ne veux pas être raisonnable, je ne veux pas réfléchir de façon sensée comme tu dis. Ça ne m'aidera pas et ça ne fera que te rendre plus dur. Je ne crois pas que tu n'aies pas de cœur. J'aimerais ne pas en avoir. La voix de Joe tremblait légèrement et, y voyant un bon présage, Laurie se retourna, mettant tout son pouvoir de persuasion à contribution en disant de sa voix enjôleuse, qui n'avait jamais été si dangereusement enjôleuse, « Ne nous déçois pas, ma chérie. Tout le monde attend ça. Grand-père y est bien résolu. Ça plaît à ta famille et je ne peux rien faire sans toi. Dis que tu le feras et soyons heureux. Fais-le, fais-le. » Il fallut des mois à Joe pour comprendre comment elle avait eu la force de caractère de s'en tenir à la résolution qu'elle avait prise lorsqu'elle avait décidé qu'elle n'était pas amoureuse de son ami et ne pourrait jamais l'être. C'était vraiment difficile, mais elle le fit, sachant que les atermoiements étaient à la fois inutiles et cruels. « Je ne peux pas dire oui avec sincérité, alors je ne le dirai pas du tout. Tu verras que j'ai raison plus tard et tu me remercieras, commença-t-elle solennelle. Que je sois pendue si je le fais. » Et Laurie bondit, brûlant d'indignation à cette simple idée. « Mais si, insista Joe, tu t'en remettras au bout d'un moment et tu rencontreras une fille charmante, accomplie, qui t'adorera et fera une parfaite maîtresse de maison pour ta belle demeure. Pas moi. Je n'ai aucun charme, je suis maladroite, bizarre et vieille, et tu aurais honte de moi et on se disputerait. Même maintenant, on n'arrive pas à s'empêcher, tu vois bien. Et je n'aimerais pas le beau monde et toi si, et tu détesterais que j'écrive et j'en aurais besoin, et on serait malheureux et on regretterait de l'avoir fait, et tout serait horrible. « C'est tout ?» demanda Laurie, trouvant difficile d'écouter patiemment cette explosion prophétique. « Oui. Sauf que je pense que je ne me marierai jamais. Je suis heureuse comme ça et j'aime trop ma liberté pour être pressée de l'abandonner pour un mortel. » « Ne me prends pas pour un imbécile, la coupa Laurie. C'est ce que tu penses maintenant, mais il viendra un moment où tu auras des sentiments pour quelqu'un et tu l'aimeras énormément et tu vivras et mourras pour lui. Je sais que ça arrivera. Tu es comme ça et il faudra que je reste là à regarder. » Et l'amoureux désespéré jeta son chapeau par terre d'un geste qui aurait pu sembler comique s'il n'avait eu une expression si tragique. « Oui, je vivrai et mourrai pour lui s'il arrive un jour et faites en sorte que je l'aime malgré moi et tu devras faire de ton mieux, » s'écria Joe, perdant patience avec le pauvre Teddy. « J'ai fait de mon mieux, mais tu ne veux pas être raisonnable et c'est égoïste de ta part de continuer de me harceler pour quelque chose que je ne peux pas te donner. Je t'aimerai toujours, profondément, comme un ami, mais je ne t'épouserai jamais. Et plus vite tu le croiras, mieux ce sera pour nous deux. Alors fais-le tout de suite. » Ces propos mirent le feu aux poudres. Laurie la regarda un instant comme s'il ne savait que faire de lui, puis se détourna brusquement en lançant d'un ton désespéré « Tu le regretteras un jour, Joe. »« Hé, où tu vas ?» s'écria-t-elle, parce que son visage l'effrayait. « Au diable !» répondit-il pour l'apaiser. Un instant, le cœur de Joe s'arrêta quand il se précipita vers la berge en direction de la rivière. Mais il faut beaucoup de folie, de péché ou de malheur pour envoyer un jeune homme à une mort violente, et Laurie n'était pas de ces faibles vaincus par un unique échec. Il ne songeait pas à un plongeon dramatique, mais un instinct aveugle le poussa à jeter son chapeau et son manteau dans son bateau et à ramer de toutes ses forces, remontant la rivière en un meilleur temps que lors de nombreuses courses. Joe laissa échapper un long soupir et desserra les poings en observant le pauvre garçon essayer d'abandonner dans son sillage le trouble qu'il transportait dans son cœur. « Ça lui fera du bien, et il rentrera chez lui si tendre et repentant que je n'oserais pas le voir, dit-elle, ajoutant en regagnant lentement son domicile avec le sentiment d'avoir assassiné une chose innocente et de l'avoir enterré sous les feuilles. Maintenant, je dois aller préparer M. Lawrence à être très gentil avec mon pauvre ami. J'aimerais qu'il soit amoureux de Beth. Peut-être qu'il le deviendra avec le temps. Mais je commence à penser que je me suis trompée sur elle. Oh mon Dieu! Comment les filles peuvent-elles aimer avoir des amoureux et les refuser? Je trouve ça affreux. Étant certaine que personne n'y arriverait mieux qu'elle, elle alla directement chez M. Lawrence, lui raconta courageusement toute la pénible histoire, puis s'effondra, pleurant si lamentablement sur sa propre insensibilité que le gentil vieux monsieur, bien que cruellement déçu, ne lui fit pas le moindre reproche. Il avait du mal à comprendre comment une fille pouvait ne pas aimer Laurie et espérait qu'elle changerait d'avis, mais il savait encore mieux que Joe que l'on ne peut forcer à aimer. Alors il secoua la tête tristement et décida d'éloigner son garçon du danger.
car les mots pleins d'impétuosité juvénile qu'il avait lancés en quittant Joe le troublaient plus qu'il ne l'aurait avoué. Lorsque Laurie rentra, mort de fatigue, mais tout à fait calme, son grand-père l'accueillit en faisant mine de ne rien savoir et maintint l'illusion avec succès pendant 1 heure ou 2. Mais quand ils s'assirent ensemble au crépuscule, un moment qu'ils aimaient tant, il fut difficile pour le vieil homme de bavarder comme d'habitude et encore plus difficile pour le jeune homme d'écouter les louanges concernant sa dernière année fructueuse qui lui semblait maintenant des peines d'amour perdues. Il le supporta aussi longtemps qu'il put, puis il alla au piano et se mit à jouer. Les fenêtres étaient ouvertes et Joe, qui marchait dans le jardin avec Beth, pour une fois comprit mieux la musique que sa sœur, car il jouait la sonate pathétique comme il ne l'avait encore jamais jouée. C'est très beau, je te l'accorde, mais triste à pleurer. Joue quelque chose de plus gai, mon garçon, dit M. Lorenz, dont le gentil vieux cœur débordait d'une compassion qu'il ne demandait qu'à montrer sans savoir comment. Laurie se lança dans des rythmes plus entraînants, joua frénétiquement pendant quelques minutes et aurait poursuivi avec courage si, au cours d'une brève pause, la voix de Madame March ne s'était fait entendre, criant « Joe, ma chérie, rentre, j'ai besoin de toi !» Exactement ce que Laurie rêvait de dire, mais dans un sens différent. En l'écoutant, il se perdit. La musique s'arrêta au milieu d'un accord et le musicien resta assis, silencieux, dans l'obscurité. « Je ne peux pas le supporter », marmonna le vieil homme. Il se leva, se dirigea à tâtons vers le piano, posa une main bienveillante sur chacune des larges épaules et dit, aussi doucement qu'une femme, « Je sais, mon petit, je sais. » Aucune réponse durant quelques secondes. Puis Laurie demanda sèchement, « Qui vous l'a dit ?»« Joe elle-même. » « Alors c'est fini. » Et il se débarrassa des mains de son grand-père d'un geste impatient, car bien que reconnaissant de sa compassion, sa fierté masculine ne pouvait supporter la pitié d'un homme. « Pas tout à fait. Je veux te dire une chose et ensuite ce sera fini, » répondit M. Lorenz avec une inhabituelle douceur. « Tu n'as peut-être pas envie de rester à la maison désormais. Je n'ai pas l'intention de m'enfuir à cause d'une fille. Joe ne peut pas m'empêcher de la voir et je resterai aussi longtemps que j'ai envie, » interrompit Laurie d'un ton de défi. « Pas si tu es le gentleman que je pense que tu es. Je suis déçue, mais cette jeune fille n'y peut rien. Et tout ce qu'il te reste à faire, c'est partir pour un temps. Tu iras où ? N'importe où. Je me fiche de ce qu'il advient de moi. » Et Laurie se leva avec un rire insouciant qui écorcha les oreilles de son grand-père. « Réagis en homme, et ne fais rien d'irréfléchi pour l'amour du ciel. Pourquoi ne pas partir à l'étranger comme tu l'avais prévu et tout oublier ? » ?»« Je ne peux pas. »« Mais tu ne pensais qu'à y aller. Je t'avais promis que tu irais quand tu aurais terminé tes études. »« Ah, mais je ne pensais pas partir seule. » Et Laurie traversa à toute vitesse la pièce avec une expression qu'il valait mieux que son grand-père ne voie pas. « Je ne te demande pas d'y aller seule. Quelqu'un est prêt à t'accompagner et ravi de le faire, n'importe où dans le monde. »« Qui, monsieur ?» s'arrêtant pour écouter. « Moi. » Laurie revint aussi vite qu'il était parti et tendit les mains en disant d'une voix voilée. « Je suis une brute égoïste, mais vous savez, grand-père, grand Dieu, oui, je sais, car j'ai déjà traversé tout ça, une fois dans ma propre jeunesse et ensuite avec ton père. Maintenant, mon cher enfant, assieds-toi tranquillement et écoute mon plan. » « Tout est prévu et peut être mis en œuvre immédiatement, » dit M. Lorenz en retenant le jeune homme, comme s'il avait peur qu'il ne s'échappe comme son père avant lui. « Alors, monsieur, quel est-il » Et Laurie s'assit, ni sa voix ni son visage ne montrant le moindre signe d'intérêt. « Il y a une affaire à Londres dont il faut s'occuper. Je m'étais dit que tu pourrais le faire. Mais je peux m'en charger moi-même et tout se passera bien ici. Brooke est là pour tout gérer. Mes associés font presque tout, je me contente simplement d'attendre jusqu'à ce que tu prennes ma suite et je peux partir n'importe quand. »« Mais vous détestez voyager, monsieur. Je ne peux pas vous demander ça à votre âge, » commença Laurie, reconnaissant du sacrifice, mais qui aurait préféré partir seul s'il devait le faire. Le vieux monsieur le savait parfaitement et voulait absolument l'empêcher, car l'état d'esprit qu'il découvrait chez son petit-fils garantissait qu'il ne serait pas raisonnable qu'il soit livré à lui-même. Donc, réprimant un regret bien naturel à l'idée du confort domestique qu'il allait abandonner, il déclara fermement « Tu es gentil, mais je ne suis pas encore croulant. L'idée me plaît assez, ça me fera du bien et mes vieux os n'en souffriront pas. Voyager de nos jours est presque aussi facile qu'être assis dans un fauteuil. »
Laurie s'agita, suggérant que son siège à lui n'était pas confortable ou que ce plan ne lui convenait pas, ce qui poussa le vieil homme à ajouter à la hâte. « Je ne serai pas un empêcheur de tourner en rond ou un fardeau. J'y vais parce que je pense que ça te rendra plus heureux que m'abandonner ici. Je n'ai pas l'intention de vagabonder avec toi. Tu seras libre de te rendre où tu veux et je me distrairai à ma façon. J'ai des amis à Londres et à Paris et j'aimerais leur rendre visite. Pendant ce temps, tu pourras aller en Italie, en Allemagne, en Suisse, où tu veux et profiter des tableaux, de la musique, des paysages et d'aventures autant que tu voudras. » Or, Laurie avait l'impression à ce moment-là que son cœur était totalement brisé et le monde d'une étendue sauvage et aride. Mais au son de certains mots que le vieux monsieur avait introduits avec habileté dans sa dernière phrase, le cœur brisé fit un bond inattendu et une ou deux oasis de verdure apparurent soudain au milieu de l'étendue sauvage et aride. Il soupira et déclara d'un ton dépourvu du moindre entrain « Comme vous voulez, monsieur, peu importe où je vais ou ce que je fais. C'est important pour moi, souviens-t'en, mon garçon. Je te laisse une entière liberté, mais je te fais confiance pour en faire un usage honnête. Promets-le-moi, Laurie. »« Tout ce que vous voulez, monsieur. »« Bien, songea le vieux monsieur. Ça, t'es égal maintenant, mais il viendra un temps où cette promesse t'empêchera de faire des bêtises, où je me trompe du tout au tout. » Étant un homme dynamique, M. Lawrence battit le fer tant qu'il était chaud et avant que l'être anéanti ne retrouve suffisamment d'énergie pour se rebeller, ils étaient partis. Durant le temps nécessaire aux préparatifs, Laurie se conduisit comme tous les jeunes gens dans cette situation. Il était tour à tour de mauvaise humeur, irritable ou pensif. Il perdit l'appétit, négligea son apparence et passait le plus clair de son temps à jouer frénétiquement du piano. Il évitait Joe, mais se consolait en l'observant depuis sa fenêtre avec un visage tragique qui la nuit hantait les rêves de la jeune fille et l'oppressait d'un lourd sentiment de culpabilité le jour. Contrairement à d'autres qui souffraient tout autant, il ne parlait jamais de sa passion non partagée et ne permettait à personne, pas même à Madame March, de tenter de le réconforter ou de lui offrir sa compassion. En un sens, c'était un soulagement pour ses amis. Mais les semaines précédant son départ furent très désagréables et tout le monde se réjouit que le pauvre cher ami parte au loin pour oublier ses soucis et revienne heureux. Naturellement, il répondait d'un sourire sombre à leur illusion, mais il restait de marbre, avec cet air de triste supériorité de celui qui savait que sa fidélité, comme son amour, était immuable. Quand l'heure du départ sonna, il feignit d'être d'une humeur enjouée pour dissimuler les émotions embarrassantes qui semblaient enclines à s'affirmer. Cette gaieté n'abusa personne, mais ils essayèrent de faire comme si, par égard pour lui, et il se débrouilla très bien jusqu'à ce que Madame March l'embrasse avec un murmure plein de sollicitude maternelle. Puis, se rendant compte qu'il partait très vite, il embrassa tout le monde à la hâte, sans oublier Anna, très affligée, et descendit l'escalier en courant comme si sa vie en dépendait. Joe le suivit une minute plus tard pour agiter la main s'il se retournait. Il ne se retourna pas. Il revint, l'enlaça alors qu'elle se tenait sur la marche au-dessus de lui et leva les yeux vers elle avec une expression qui rendit sa brève prière éloquente et pathétique. « Oh Joe, tu ne peux pas. »« C'est dit, mon ami, j'aimerais pouvoir. » Ce fut tout, en dehors d'un court silence. Puis Laurie se redressa et dit « Ça va, peu importe. » Et il s'éloigna sans un mot de plus. Ah, mais ça n'allait pas. Et ça importait à Joe. Car tandis que la tête bouclée reposait un instant sur son bras après sa rude réponse, elle eut l'impression d'avoir poignardé son plus cher ami. Et lorsqu'il la quitta, sans un regard en arrière, elle sut que le petit Laurie ne reviendrait jamais. Je voulais lire une histoire, mais c'est pas du tout en rapport avec ça. Et je ne sais pas si c'est approprié. Je ne vais pas la lire maintenant. J'avais des images du film avec Winona Ryder et Christian Bale pendant que je lisais. Voilà. Je
Je vous remercie beaucoup pour votre écoute. Et je vous souhaite une très belle soirée ou une très belle journée. Faites bien attention à vous surtout. Est-ce que je vous lis ce petit texte d'Albert Memmi? C'est le Scorpion. Allez, si je le lis finalement. Le Scorpion ou la confession imaginaire, Albert Memmi. Je n'ai pas lu ça encore. Qu'est-ce que tu vas penser de mon livre? Sera-t-il selon toi dans ma vraie courbe? Je l'ai vécu pendant 4 ans et je l'écris pour passer outre. Je fais des livres comme on fait des maladies. Je n'estime plus que les livres dont l'auteur a failli claquer. André Gide. Qui ce confessement et fuit le véritable vrai, lequel est nul, informe et en général indistinct. Paul Valéry. Le Scorpion. Il avança d'une saccade, fit volte-face, repartit aussi brusquement, s'arrêta pile. Il n'y avait plus de doute. La chose inouïe était partout. Le mur de braise était sans faille. Il s'immobilisa au milieu de ce piège monstrueux, abandonnant toute révolte, cette brusquerie sauvage qui affolait les gens de plaisir. Les yeux rivés sur le cercle de feu, les assistants maintenant se taisaient. Le dénouement était proche et immanquable, on le leur avait dit. Ils l'avaient déjà constaté. Il n'y aurait pas d'autre issue. Maintenant, il remuait doucement la tête avec un désespoir rêveur. Et chaque fois que son ombre changeante se projetait sur une partie de la foule, un mouvement se faisait pour esquiver cette affreuse caresse. Enfin, l'arme se dressa lentement, immense, accaparant tout l'équilibre du corps, tous les regards sur cet étrange monument cuirassé sur lequel glissaient les lumières des quinquets, terminé par la lame courbe, acérée, atroce. Et tout à coup, si vite que certains, distraits une minime fraction de temps par la fatigue de l'extrême attention, avouèrent avec regret qu'ils n'avaient rien vu, l'arme avait frappé la tête. La foule hurla, insupportablement atteinte et délivrée. Un seul éclair rougeoyant d'une brutalité et d'une sécheresse parfaite, et l'extraordinaire pyramide s'était écroulée en un tumulte figé de carapaces. Le jeu de la mort était clos. La foule venait de revivre ce qu'elle savait déjà, mais dont aucun récit, aucune répétition ne saurait jamais la convaincre. Avant de quitter l'enclos, les assistants défilèrent devant la petite arène assombrie, où s'étreignaient rapidement des braises déjà rongées par la cendre. Et bien que le cadavre, privé du mouvement et du fantastique de l'ombre, fut devenu étonnamment minuscule, personne n'osait trop s'approcher de la chaotique petite masse noire, par crainte peut-être du poison encore frais, mais aussi par respect pour la grande leçon. Ramené à lui-même, certain de ne pas découvrir d'autre solution, le Scorpion s'était tué. Bon, seulement c'est faux. Les scorpions ne se suicident pas. C'est une légende qui traîne dans les cafés morts et les histoires de femmes. Émile a dû l'entendre au magasin de notre père, d'où il continue à tirer la moitié de ce qu'il raconte à ses lecteurs. Il n'y a pas un seul de ces récits que je n'ai l'impression de connaître déjà. Mais le désespoir rêveur du scorpion, le scorpion ramené à lui-même, ça c'est la mythologie propre d'Émile. La vérité est évidemment moins sublime. Il arrive que les enfants, pour s'amuser et quelquefois, paraît-il, les guides touristiques, placent un scorpion au milieu d'un cercle de braise. Affolée par la chaleur à moitié grillée, la pauvre bête finit en effet par se blesser elle-même et par mourir victime de son propre venin. À force de se débattre, et non à la suite de quelques nobles décisions ou d'une découverte métaphysique. C'est puéril cette manie de donner au moindre fait un écho, un retentissement moins clair que le fait lui-même. Mais c'est peut-être cela, la littérature. Une bonne chose au moins, il s'agit probablement d'un passage du fameux roman. Revenons à notre problème. Voudriez-vous vous charger de mettre de l'ordre dans les notes d'Émile? Je ne vois pas qui d'autre pourrait le faire et qui serait plus qualifié que vous. Vous connaissez votre frère mieux que moi. L'éditeur souhaiterait également que l'on isole si possible les textes achevés. Le roman surtout, il y insiste beaucoup. Tout doit se trouver dans le premier tiroir de droite, la cave. Je n'y ai pas touché depuis.
10 lignes, dans une lettre courte. Il est vrai, nette comme ses cheveux bien tirés, précise comme son regard, où ma belle-sœur dit l'essentiel sur les enfants, la maison, ses relations futures, légales et même sentimentales avec la famille. En 2 pages, tout est dit, sauf sur Émile, son mari, sur lequel il n'y a pas un mot, rien sur le passé, rien sur ce qui a pu advenir de lui. Bon, passons. Là aussi, je comprendrai peut-être en dépouillant ces papiers. Nous ne cherchons pas la même chose, l'éditeur et moi. Tout doit être dans la cave, en effet, j'en ai assez plaisanté Emilio, qui souriait sans répondre. Ce tiroir toujours entrouvert en haut à droite de son bureau où il jetait en vrac au jour le jour ses feuilles toujours du même format écolier, seul point rassurant, apparemment sans jamais les reprendre, sauf pour en sortir de temps en temps, par je ne sais quel tour de passe-passe, un livre. Et voilà que le tour, c'est moi qui dois l'opérer. Seulement moi, je n'en connais pas les règles. Je ne sais pas faire des livres. Et pour mettre de l'ordre, il me manque une clé, et peut-être plusieurs. Qui les a, en l'absence d'Emilio? Marie? Ce n'est même pas sûr, et elle ne parlera jamais. 6 heures. La noble courbette et le sourire muet de Mahmoud, le « bonsoir docteur, à demain » de Juliette, et me voici seule à nouveau avec les seules rumeurs de la rue Zarkoun. Depuis ce matin, cela n'a pas arrêté, le même défilé qui a doublé depuis le départ de Boulakia. Gardez les yeux ouverts, ça ne fait pas mal. Le gauche, une goutte de goutte, le droit, une goutte de goutte. Voilà, c'est fini, voilà, c'est fini. Quoi qu'il arrive, je ne quitterai jamais ce pays. C'est le mien, j'y suis né, j'y suis plus utile que n'importe où ailleurs, je n'ai pas le droit d'abandonner ces gens, surtout maintenant. Le ministre m'a encore dit, répété à l'inauguration du centre, combien il m'était reconnaissant que je reste. Je lui ai répondu presque agressivement que je ne comprenais même pas qu'il ait pensé à me remercier pour cela. Je ne pourrais pas vivre ailleurs et autrement sans ce métier merveilleux et sans mystère. C'est vrai, la médecine est un métier prosaïque, quotidien, mais c'est pourquoi je l'aime. Une épine de rien du tout, à peine visible, et un homme grand et fort comme un cheval, souffrant, affolé, terrassé. Un seul geste du médecin et le patient est soulagé, transformé. Un seul geste du médecin et le patient est soulagé, transformé, reconnaissant. Pardon. Je l'ai redit 2 fois. Voilà le vrai miracle. Comment peut-on préférer délibérément la rêverie, l'inefficacité et l'interrogation sans réponse ? J'ai averti Marie-Suzanne que je rentrerai un peu plus tard que d'habitude. Je veux travailler un peu tous les soirs dans le calme du dispensaire. Mais par quel bout commencer ? Emilio, comment distinguer quoi que ce soit dans ce fouillis ? Qu'est-ce qui appartient au roman, au journal et au reste ? Et c'est drôle parce que finalement ça fait le lien avec la lecture d'avant. Je ne suis pas pour désenchanter le monde. Je ne suis pas pour le désenchantement, ça c'est sûr. Je sais bien que les gens, certains en tout cas, je sais ce qu'ils pensent de moi. Et peu importe. Je ne serai jamais pour le désenchantement. Et je ne sais pas si ça passe par le religieux ou par autre chose. Par l'amour essentiellement, n'importe quoi. L'amour pour l'amour tout simplement. Ouais. Et croire en différentes choses, peu importe. Croire en ce qui vous apporte de la joie et un peu d'émerveillement là où on tente de vous désespérer continuellement.
C'est important, c'est pour l'équilibre. Voilà. Donc je m'émerveillerai toujours devant un papillon, même si je peux trouver les raisons positives qui vont expliquer un comportement. Devant le comportement d'un enfant, devant un scarabée qui s'envole, devant plein de choses, je garderai toujours l'émerveillement. La vie est beaucoup plus triste sans, et beaucoup plus désespérante. Et je n'ai rien à dire de plus, je crois. Je vous remercie infiniment pour votre écoute, en tout cas. Je vous souhaite beaucoup de joie et beaucoup d'amour. Et beaucoup de douceur. Si vous avez le cœur brisé, ça prend du temps, c'est compliqué, ça se rafistole. Peut-être que il faut vivre avec les scares, la marque des points. Mais cherchez la joie et l'émerveillement tous les jours. Et ça vous aidera. Je vous remercie beaucoup et à très bientôt pour une prochaine lecture. Merci encore.